Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mathieu Tousignan, cofondateur et président de l'entreprise Neatcar, une très belle start-up québécoise en pleine croissance. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Mathieu Tousignan, cofondateur et PDG de Neatcar, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On a eu la chance d'échanger en privé dans les dernières années, en coulisses sur différents projets. Vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui dans l'aventure dans laquelle que tu es mais tu es Neatcar aussi en même temps au bout de la ligne. Et je pense que tu vas avoir la chance de nous expliquer un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui, puis les différents défis également que tu vis avec Neatcar, les beaux succès aussi que tu as à travers tout ça. Avant qu'on débute de parler un petit peu de toi, de ton parcours, je pose la même question qu'à tout le monde. Est-ce que tu es plus un fondateur qui a une tendance technique, donc un programmeur, un codeur, ou tu es un fondateur plus fort sur l'aspect marketing et commercialisation? Très bonne question. Je me dirais, je suis quand même 25% technique, 75% plus marketing. Mon background, je vais parler un peu plus tard dans le podcast, c'est vraiment, j'ai été codeur, j'ai appris par le code pour finir en design, pour finir en marketing. Fait que toute la partie marketing va avoir souvent une partie aussi coding en arrière, que je parlerai un peu plus tard justement là-dessus. À Neatcar, 60% des codes qu'on va faire dans l'application est à objectif marketing. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme un mélange des deux. Super intéressant. Puis c'est rare qu'on a la chance d'interviewer quelqu'un qui a passé par les techniques, mais qui est rendu très fort au niveau marketing et commercialisation. C'est une des raisons pourquoi j'étais emballé de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui puis de partager un peu ton histoire. Parce que c'est souvent le fait d'avoir ces deux éléments-là ensemble qui fait qu'on est capable de se propulser plus loin puis plus rapidement vers l'avant. Et c'est probablement ce qui fait ton succès aujourd'hui. On rentre dans ton histoire, Mathieu. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu as débuté comment dans le domaine technologique? Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu jusqu'à aujourd'hui là, avec Neatcar? Parfait. Ben, dans le fond, quand ça remonte là, vraiment là, mettons au secondaire, on parle de j'ai fini secondaire en 2014. Fait que mettons 2009 à 2014, j'étais allé dans une école qui était à Collège Boisbriand à Boisbriand. Et c'était une école de à peu près, on était peut-être 200 élèves. On était la première cohorte qui finissait secondaire 1 à secondaire 5. Fait que c'était une toute nouvelle école privée, donc non subventionnée. Fait qu'il y avait pas beaucoup de monde qui allait à cette école-là. Et on était à 200 élèves. J'arrive au cégep, 5000 élèves, pas les mêmes profs, pas les mêmes étudiants dans ta classe. Nous, là, au secondaire, le directeur connaissait le nom de chaque parent, là. C'est complètement un nouveau monde pour nous. Fait que là, je m'en allais en finance, aucun rapport avec la technologie. Et là, je dis, comment on fait pour gérer les horaires de tout le monde? Si tu veux faire des travaux, ça prend une éternité de trouver des horaires qui fit avec tes collègues. Fait que là, j'ai inventé une application qui s'appelait Friendsdare. Que dans le fond, j'ai pris de l'argent. Ma mère m'en a passé aussi. J'ai pris toutes mes économies de côté qui investissaient dans ce projet-là. C'était pas loin de 13 000 $, mais j'avais 18 ans. C'était quand même beaucoup de sous, là. Donc, j'ai investi là-dedans. J'ai engagé une petite agence marketing qui avait jamais fait d'application. C'était nouveau. Là, on parle quand même de 2014, là, 2015. Là, c'était des applications mobiles. On en avait, mais c'était pas aussi... même encore aujourd'hui, c'est pas évident à faire, mais qui recule de quasiment 10 ans, 8-10 ans, c'était encore moins facile à faire. Et on a fini par sortir en version iOS seulement de cette application-là qui permettait de rajouter, de scanner ton horaire, tu la rentrais dans l'application. Par exemple, tu avais un travail à faire avec un autre groupe de personnes, tu les ajoutais dans le groupe, mettons, devoir de français.
Et dans le fond, ça matchait les horaires de tout le monde. Si ça avait besoin, admettons, de 3 séances de 2 heures, mais ça disait exactement quand est-ce l'affaire. Donc, honnêtement, il y avait même pas de modèle d'affaires. C'était juste une idée que j'ai eue comme ça. J'avais même pas pensé un peu au modèle d'affaires. Attends une minute, Mathieu. À 18 ans, t'as parti ta première business technologique. T'as mis plusieurs milliers de dollars, puis t'avais seulement 18 ans, là. Exact. J'avais 18 ans. Wow. OK. Puis justement, c'est là que ça l'a parti comme... C'était vraiment spécial parce que quand je suis arrivé, on a lancé ça en janvier 2015. Dans le fond, c'était ma deuxième session qui commençait dans le fond au cégep. Puis là, l'école en a profité. Fait que c'est ça qui ça a été vraiment le fun parce que ils ont appelé Radio-Canada qui sont venus faire un reportage. Même si Marc Massut-Tousignan Friendia sur Google, le reportage il sort. Ça passait en beaucoup de nouvelles le soir. C'est là comme là ça montait là. On a eu 10 000 téléchargements à peu près dans de 1 à 2 semaines. Wow. Sans aucun marketing de payer. Là, on a passé à Salut Bonjour. C'était vraiment un 2 semaines là dans le fond, on était devant les projecteurs. C'était vraiment le fun. Là. Je m'en souviens là, le soir qu'on passait à Radio-Canada, justement, je refreshais ma base de données puis ça montait. Comme il y avait pas de... Chaque fois, je faisais refresh. C'était un moment là vraiment spécial. Puis justement, là, après ça, j'ai passé à une émission de radio qui était CMFM à Saint-Jérôme qui m'avait invité. Puis sans parler de la gaffe qu'ils ont dit à la radio, ça... En tout cas, on s'en reparlait après l'émission. Puis j'ai dit, hey, je pourrais faire des chroniques le matin avec vous, si vous voulez. Fait que j'ai fait des chroniques pendant quasiment 4-5 mois, une fois par semaine sur les applications mobiles. Fait que j'ai vraiment pris je présentais l'application de la semaine. C'était vraiment c'était on the fly. J'ai juste demandé, puis on dit oui. On dit, on a un 5 minutes. Ça, Mathieu? J'avais 19. Wow. 18 ans, en fait, c'est pas vrai, 18 ans. Je me laisse mes 19. Wow. Okay. Donc, fait que j'ai parti de cette application-là, mais l'application, c'est spécial parce que comme 2 mois après, était fini le capote, là. Parce que justement, on manquait d'expérience, on avait pris un serveur à 10$ par mois, c'était comme juste pour partir. Puis là, au début, tu veux couper sur tout sauf les features. C'est un peu ce que j'ai appris aujourd'hui. Oui, les features, c'est bon, mais un MVP, c'est ça qui est le plus important. Commencer puis investir dans des affaires, même si le serveur il a l'air banal, ben c'est quand même important. Puis là-dessus, je l'avais appris. Donc, à un moment donné, il y avait trop de monde dans l'application. Puis l'application j'avais plus les moyens de payer pour pouvoir réinvestir dans les serveurs parce qu'il y avait quand même des changements à faire qui coûtaient beaucoup de sous. J'avais déjà investi 13 000 $, je peux pas mettre un autre 4-5 000 en changement. Donc, malheureusement, le projet s'est terminé là pour cette application-là, mais j'ai beaucoup appris de ça. Et c'est là que j'ai décidé d'aller en informatique au cégep, puis entrepreneur que je suis, partir un projet une compagnie, une agence de développement d'applications mobiles, justement, qui allait être spécialisée là-dedans, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le temps à Montréal. On était dans les premières. Donc, j'ai parti dans le fond Interface, qui était l'agence de développement d'applications mobiles. Puis c'est là qu'on s'est connus, Jonathan, justement. On avait un peu le même parcours dans des bureaux de trucker, là, de compagnie de transport. Compagnie de transport, oui. Ouais. Notre histoire était très similaire là-dessus. Puis on s'avait rencontrés de cette façon-là. Puis là, dans le fond, là, j'ai fait cette agence-là. On a monté jusqu'à 17 employés. J'ai lâché le cégep à cause de l'agence. Ange Québec avait investi avec nous, avec des anges qui étaient vraiment super. Donc, tu sais, à un moment donné, tu finis par décider un peu tes priorités vont où. Donc, nous et l'école, je veux dire, j'aimais pas plus que ça. Justement, j'étais en coding, c'était ma 3e année de cégep, puis je passais plus de temps à mettre mon système beau que le faire fonctionner. Tu sais, j'avais le plus beau des interfaces, mais ça, il fonctionnait pas toujours. Fait que c'était vraiment ça que là, j'ai commencé à avoir un plaisir du côté UX, UI du produit. Puis là, j'ai eu un contrat dans les 6 chiffres, puis j'avais pas de développeur pour le faire. Fait que je suis juste débarqué dans le cours dans le fond, ça, c'est quand j'étais en première, je suis débarqué dans le cours de 3e, puis j'ai dit qui veut une job. Puis là, c'est là qu'on a récolté. Il y avait les stages qui s'en venaient, il y avait tout. Fait que c'est là qu'on s'est ramassé quasiment une dizaine. Après ça, on est monté jusqu'à 17. C'était pas tout temps plein, mais c'était quand même 17 personnes qui travaillaient sur des projets. Et là, on a fait ça pendant 1 an, 2 ans facile, 2 ans et demi. Puis à un moment donné, un partenaire avec qui qu'on était dans le fond, qu'eux, c'était plus du développement B2B, d'avoir justement notre connaissance qui était plus B2C. Et on a décidé de faire une fusion. Malheureusement, avec eux, j'ai travaillé là à peu près 8 mois, mais moi, le côté B2B, ça marchait pas. Puis il y avait pas nécessairement un fit avec cette équipe-là. Donc, je suis allé travailler sur plus côté produit, côté service, gestion de clientèle m'intéressait beaucoup moins. Souvent, on donne des conseils aux gens, les gens ils écoutent pas. Après ça revient. Il y a beaucoup de gestion là-dessus que
il y a du monde qui aime ça. Moi, c'est un peu ce que j'aimais moins faire. Donc, j'ai dit, allez, gestionnaire d'un produit, un seul produit, qu'au final, je dois représenter les utilisateurs et non un client. Fait que dans le fond, je deviens un peu le product owner ou le product manager du produit. Et c'est là que, dans le fond, Art Bacon m'a approché pour aller travailler comme directeur produit pour l'application là-bas, auquel que j'ai travaillé pas loin de 1 an et demi, 2 ans. Dans le fond, quand j'étais arrivé, c'était vraiment un axe de produits. Puis jusqu'à que je repars, qu'on était rendu à 4 ou 5 axes de produits différents, qui était justement dans un des podcasts que Julien expliquait un peu plus en détail. Et à un moment donné, justement, on finissait, tu sais, quand on travaille dans une compagnie, peu importe, ça soit Art Bacon, n'importe quelle compagnie, tu as plein d'affaires que tu veux faire, des trucs que tu aimerais qu'ils se fassent pas. Puis là, à un moment donné, justement, Alexandre, qui est mon autre cofondateur de Neatcart, qui m'a suivi, qui était un de mes stagiaires que je parlais tantôt chez Interface, qui m'a suivi partout, de chez Interface à Mongo, à Art Bacon. Lui, ça faisait comme 5, 6 ans, 7 ans qu'on travaillait ensemble, le fit était parfait. Puis lui, c'est un full stack développeur, là. Il m'a dit de coder en natif, en hybride, en React Native. Il va te le faire, là. Donc là, moi, j'ai été un utilisateur de Neatcart, qui était une petite application mobile d'un gars de Sutton. Il y avait peut-être, je sais pas, 200 users, 300 users, une petite application. Mais moi, j'ai une voiture électrique. Donc, pour moi, ne pas devoir rentrer à l'intérieur, puis en plus, c'est en même temps que la COVID venait d'arriver. Donc, tu essaies d'éviter les contacts. J'étais comme, c'est parfait comme application, je vais l'utiliser. Puis, quand je travaillais à la station pour l'utiliser, j'ai dit, c'est impossible, ça fonctionne. C'est impossible que l'app, elle se connecte au système de la moto, là. Je travaille dans les apps, ça marche juste pas. Fait que là, j'arrive, je le fais, ça marche pas. Fait que là, je le savais que ça allait pas marcher, puis j'étais un peu fâché parce que j'étais en line-up, là. Je veux dire, je peux pas reculer comme ça, là. Puis là, en tout cas, finalement, la situation est de même. Là, j'ai écrit au support, puis là, c'était pas, ils ont répondu, là, je l'ai resté, puis ça fonctionnait, tu sais. Fait que là, plus tard, j'ai compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais là, ça fonctionnait. Et là, à un moment donné, fait que j'ai décidé de suivre David Grégoire, qui était dans le fond le fondateur de Neatcart, là, qui était le petit projet. Lui, dans le fond, c'est une machine à idées, là. Fait que, je fais juste une petite parenthèse, Mathieu, pour notre histoire. Peux-tu expliquer à tout le monde qu'est-ce que Neatcart? Parce qu'on est rentré tout de suite dans ton histoire, mais je pense que c'est important qu'on positionne bien qu'est-ce que le produit numérique Neatcart pour que les gens comprennent la suite. Ouais, ben dans le fond, Neatcart, le but, c'est vraiment de rendre mettre de partnership more friendly. Là, j'ai toujours un peu de la misère à trouver la traduction parfaite en français. Tu sais, dans le fond, on veut rendre la propriété de l'automobile vraiment plus friendly. Fait que autant eco-friendly, budget-friendly, puis bien sûr time-friendly. Là. Donc user-friendly. À la base, Neatcart, on aide les gens à garder leur voiture propre, en bon état, d'où le mot Neatcart. Donc, avec notre plus gros produit fort, les lave-autos, on se connecte à des centaines et des centaines de lave-autos partout au Canada. Donc, plus besoin d'avoir 5-6 apps de Shell, de Petro, peu importe la bannière. Maintenant, une seule app, tout est dedans. Puis nous, vu qu'on a un gros pouvoir d'achat sur ces entreprises-là, on a des meilleurs prix, là. Donc, par exemple, chez Shell, au lieu de payer 16,99, l'extra, il est 9,75. Donc, il y a quand même des grosses économies à faire. Et nous, vu qu'on est indépendant de ces bannières-là, on n'a pas de... Dans le fond, une fois que la personne paye son abonnement de 29 $ par année, qui est optionnel, on fait plus d'argent sur la transaction. Que tu fasses une achat ou 25 achats ou 100 achats, je fais pas plus ou moins d'argent que ton 29 $. Donc, mon seul intérêt est de donner de la valeur. Puis comment je te donne de la valeur? Je t'ai dit quand c'est recommandé d'y aller à cause de la météo. Parce que le garage, là, la station, là, son rêve, c'est d'y aller pendant que tu mouilles, là, pendant qu'il mouille. Parce que tu vas t'en vendre un autre le lendemain. Nous, on te donne cette information-là, on te donne la bonne fréquence que tu devrais aller pour maximiser, la longévité de ta voiture. Tu sais, en ce moment, un gros fléau, les voitures électriques, les batteries durent 1 million de kilomètres, la carrosserie en dure 400 000 à 600 000 kilomètres. Si la voiture est bien lavée d'une fréquence qui est optimisée, elle peut durer justement jusqu'à 800 000, 900 000 kilomètres. Donc, c'est toute cette partie-là qu'on vient amener comme valeur à l'utilisateur au-delà de juste vendre un lavage. Et ça, c'est la première partie. Puis là, justement, on est en train de lancer les nouveaux services. Donc, notre but, c'est vraiment d'être un Uber Eats de tout ce qui est l'entretien automobile. Donc là, on est parti en bêta cette saison-ci pour les changements de pneus à domicile. Donc, ou en entreprise, là, on va faire aussi l'entreposage de pneus, changement de pneus, tout ce qui est pas mécanique avec la voiture. Donc, tu reçois une fissure dans ta fenêtre, pas de problème. On va venir la réparer à la maison, tu te casses pas la tête ou sur ton lieu de travail. Donc, tout ce qui est l'entretien pour avoir une voiture propre et en bon état au final, ça va être Neatcart. Donc, c'est vraiment ça le produit.
Donc, c'est pas juste le côté Lavoto, vous avez une vision beaucoup plus loin, puis c'est déjà en mouvement. Et là, cette application-là, elle était déjà en format prototype bêta, tu le laissais, ça fonctionne pas comme tu veux, tu contactes la gang là-bas. Qu'est-ce qui se passe par la suite, là? Ben exact. Dans le fond, David avait écrit sur LinkedIn qu'il voulait vendre juste une machine à idées. Là. Il a parti justement un autre produit là, sous-titreur qui fonctionne super bien. Puis il partait sur ce projet-là. Nickcar était complètement délaissé. Puis c'est correct. Puis il a juste marqué sur LinkedIn qui a envie d'avoir Nickcar, je suis prêt à vendre. Là, je suis Alex, ça pourrait être intéressant. Ça fait. On aimerait ça avoir un peu notre Toys R Us. On voulait partir justement de chez Art Bacon. Puis là, j'ai dit, on pourrait faire notre Toys R Us avec cette application-là, qu'on essaye. Tout ce que ça nous tente d'essayer, c'est notre terrain de jeu. Puis cette expertise-là de Nickcar, on la revend comme consultant à d'autres applications, mais au moins, on va l'avoir testé nous-mêmes versus d'avoir testé sur l'application du client. C'était vraiment ça, là, initialement. C'était même pas le but que ça décolle, là. C'est juste d'avoir une application B2C qui fonctionne un peu puis qu'on puisse faire des tests. Puis là, justement, on a contacté, on a fini par racheter l'application à David. Et David avait aussi une autre personne qui s'appelle Jérémy, que lui était un monsieur dans la quarantaine qui venait de vendre sa compagnie, qui voulait apprendre la tech, qui comprenait pas la tech, mais qui avait de l'argent, qui avait beaucoup de sous. Puis il a dit, si tu me trouves deux, 3 jeunes qui veulent leur prendre l'application, je suis prêt à donner de l'argent. Fait, un peu ça, il a fait 2. Donc, donner de l'argent à investir. Et dans le fond, Jérémy a été introduit, le fit a été parfait. Puis Jérémy a mis les premiers sous justement pour la croissance. Donc, on avait l'équipe de développement, l'équipe de marketing, puis on avait l'argent pour investir que dans le marketing et non dans le produit. Donc, c'est là qu'on a lancé l'application en version bêta en juin 2021. Et ça, justement, on a toute l'application que David avait faite. Il avait payé 8 000 $, l'application, plus ou moins. C'était vraiment bêta. Et on a tout pris ce que les gens, dans le fond, on a fait beaucoup de user research sur les 400 users qu'il y avait, 300 users, pour savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous voudrez avoir de plus, qu'est-ce qui sert à rien dans l'application, pour finalement le refaire un bêta en juin 2021 avec un nouveau branding, une app qui aurait fait de A à Z. On avait vraiment fait un nouveau produit. Et ça a été jusqu'en 15 novembre 2021, ce que là, on a lancé officiellement. Ça fait quasiment un an et un mois aujourd'hui. Et dans le fond, depuis novembre 2021, en un an, on a atteint 60 000 utilisateurs. Ça, juste dans la grande région de Montréal. Justement, dans plusieurs centaines de stations, là, peut-être même partout au Canada. Là. Mais en ce moment, on est vraiment focalisé sur la région de Montréal. Là. Vraiment intéressant. Puis c'est un bon chiffre de 0 à 60 000 en un an, particulièrement au Québec, dans un marché, je pense, visé beaucoup francophone aussi, j'imagine. Exact. Mais en fait, c'était même en 5 mois qu'on a eu 55 000 utilisateurs jusqu'au mois de juin. Parce que c'est là dans le fond, de novembre, décembre jusqu'à juin, c'est la grosse partie forte. Puis écoute, on mettait 30 000 par mois là, en marketing. Là. On en a mis de l'argent. Puis justement, Jérémy, là, écoute, incroyable. Là. Lui, il a vraiment des golden nuts. Là. Lui, là, il croyait tellement en nous. Là. Lui, là, il disait, combien vous avez besoin, les boys? Là? Tant que vous faites de la croissance, là, je mets des chèques dans la compagnie. Puis il a mis des chèques. Puis on livrait la marchandise. Puis là, c'est là justement qu'on a eu jusqu'au mois de juin, justement, qui est l'été où c'est le temps mort. Ben là, on n'a plus de marketing. Fait on a eu 5 000 utilisateurs entre juin puis novembre de cette année. Okay. Tout s'est fait dans le moment où on investit en marketing de malade à 20, 30, 40 000 par mois de marketing. Mais la fois, tout le profit puis l'argent qu'on faisait, on le réinvestissait à 100% dans la compagnie. OK. Super intéressant. Parle-moi un petit peu, c'est quoi les meilleures pratiques que tu as mis en place pour réussir à faire justement décoller ce produit-là? Très bonne question. Tu sais, c'est justement, tu sais, la partie acquisition était super importante, tu sais, là-dessus. Puis, tu sais, le fait que ça soit pas de mon argent qui est investi, on dirait que tu penses pas de la même façon. Tu es prêt à prendre plus de risques. C'est pour ça que je dis tout le temps, tu sais, Jérémy, s'il avait pas été là, je pense pas que Nickcar aurait été aurait décollé aussi vite, honnêtement, là. Comme il croyait vraiment, c'est lui qui poussait encore plus la partie marketing que je l'aurais fait moi-même là-dessus. Puis tu sais, tu le sais que t'as pas un poids financier, que si ça marche pas, il y a des problèmes, tu sais, ça t'enlève, tu prends des meilleures décisions, veux pas, ou t'as pas un prêt qui t'attend si ça marche pas. Et dans le fond, on a vraiment lancé ça, mais ça, c'est la partie acquisition, puis on avait quelqu'un qui nous a ramené dans l'équipe aussi, qui est vraiment incroyable, James, qui est vraiment, l'acquisition était vraiment, on était vraiment au bon moment avec les bonnes personnes, mais tout ce qui rentre dans dans le fond, ma table de jeu à moi, c'est tout ce qui se passe une fois que la personne a téléchargé l'application. C'est nous, là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Jusqu'à 8 lavages, tout le chemin est tracé pour l'utilisateur. Fait qu'attends, après un lavage, il va recevoir tel courriel avec telle information, tel deal.
qu'est-ce qu'il va faire qu'il va venir au deuxième? Si ça fait 30 jours après son premier qu'il l'a pas fait, il y a tel courriel. Tout le suivi, le onboarding, s'assurer que l'utilisateur n'est pas laissé au hasard, c'est ça qui va faire une différence parce que justement les compagnies comme hier je lisais là-dessus, justement Uber Eats, 86% de leurs utilisateurs, ils restent pas plus que 2 semaines. Hein. Je veux dire, c'est fou, là. Fait que t'as payé pour cette acquisition-là et au final, tu l'as même pas. C'est fini, là. Ça n'a plus à rien. Là. Ça n'a aucun sens, là, en termes de viabilité économique au bout de la ligne. Je serais curieux, Mathieu, comment vous avez réussi à créer un aussi bon parcours client? Avez-vous pris un gros mur, vous avez dessiné au mur? Avez-vous utilisé des outils pour mapper tout ça? Je le vois dans beaucoup de produits que c'est difficile là, de faire un bon onboarding qui se tient, qui a des bons flows utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil ou comme technique pour réussir à arriver là, à quelque chose qui est proche de l'idéal? Là? Ben, initialement, on avait déjà le flow, dans le fond, que David avait fait avec l'application Nickar initiale qui était comme plus que minimaliste. Puis on s'est vraiment concentré là-dessus aussi. T'sais, au final, on vend un lave-auto. Donc, ce que tu veux que la personne ait, c'est le lave-auto le plus vite possible, genre le plus rapidement possible. Donc, on n'est pas parti sur des onboarding à finir. C'est quoi ton modèle de véhicule? C'est quoi ci? C'est quoi? Toute la partie analytique. On s'est vraiment focalisé à le plus vite possible à son lave-auto. Là, justement, on est en train de revoir les flows de onboarding, justement, puis d'accompagnement. Puis le flow que quand tu n'as pas encore fait de lavage versus qu'est-ce qu'on va t'afficher comme interface à ton deuxième, troisième, quatrième va pas être le même dépendant parce que tu n'es pas habitué autant au produit qu'une autre personne. Tu sais, quelqu'un qui est rendu à son 7e lavage, je peux lui demander d'entrer son véhicule. Il sait quand il est déjà habitué au produit. Puis nous, on a quelque chose, une valeur qui vaut énorme. On a un 5 minutes minimum avec l'utilisateur qui a rien à faire dans le lave-auto. Puis ça a une énorme valeur pour nous parce que pendant qu'il est dans le lave-auto, on peut lui demander qu'il rajoute son véhicule. Il n'y a rien à faire de toute façon et il les laisse sur son téléphone. Donc, c'est tout un accompagnement, là, puis vraiment basé sur le type d'utilisateur que c'est. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Puis la revue de ce parcours-là, avez-vous une certaine structure de dire à chaque mois on la révise ou vous y allez quand vous pensez faut la réviser? Avez-vous mis un processus en place ou c'est plus instinctif? Ben on est beaucoup de data là. Comme nous, on a énormément de data. Tu sais, le onboarding, c'est en train de le réviser justement. Fait qu'on fait beaucoup d'user research. On fait justement avec InVision, on fait différents flows, on fait des tests, on essaie de le rentrer. Tu sais, même là, on n'avait pas mis le premium dans le onboarding parce qu'on voulait minimiser le nombre de pages. Sauf que là, on se rend compte qu'avec du A/B testing, en mettant le premium puis un gros bouton passer, même si le monde ne convertit pas par cette page-là, le monde le savent au moins que ça existe. Fait que là, après ça, ils vont aller le revoir parce que là, ils savaient même pas que ça existait, notre premium. Fait que c'est l'exemple de onboarding qu'on vient de réviser parce que dans l'A/B testing, on avait la différence tout de suite. Puis il y avait pas une différence, vu que le bouton passer était tellement énorme, puis vu qu'il était à la fin, puis notre taux de conversion a changé juste parce qu'il y avait la connaissance du forfait. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, on convertit pas sur le coup, mais on éduque pour une conversion future. Exactement. Puis justement, 70% de notre conversion vient de un endroit dans l'application. Puis ça, merci DoorDash pour cette UX-là, si on veut. Je l'ai pris parce que c'est le même que je me suis abonné directement à DoorDash. Puis j'ai dit, il faut qu'on en refasse ça dans Nickar. Quand t'es au lave-auto, que la personne arrive pour payer, ça dit, voulez-vous commencer votre essai gratuit de Nickar Premium pour en profiter de ces $5 de rabais sur ce lavage-là instantanément. Le monde clique dessus là, parce qu'ils ont la valeur de notre premium instantanément puis ils vont sauver $5. Ils ont rien à perdre. Hein. Super intéressant. C'est vraiment comme ça que notre taux de conversion a vraiment augmenté. On n'est pas loin de 14% de taux de conversion. Là. C'est ce qui est vraiment énorme là, pour une application mobile. Là. Puis vous étiez à combien avant de mettre cette technique-là? Ben, on l'avait mis initialement. Fait que je pourrais pas te dire puis on l'enlève pas parce que c'est elle qui fonctionne le mieux. Vraiment intéressant. Puis je pense qu'une de vos forces, c'est votre capacité à faire le suivi des utilisateurs qui sont actifs dans le système et d'aller chercher un peu de voix utilisateur, du voice of customer. Vous utilisez quoi comme technique pour aller chercher cette voix-là client puis d'être constamment en contact avec vos clients? Ouais, dans le fond, nous, on est vraiment user first. Tu sais, comme j'expliquais un peu plus tôt dans le podcast, on est l'application est tout le temps, notre seul objectif c'est de donner de la valeur à l'utilisateur. Je veux dire, une fois qu'il nous a payé notre $29, c'est pas le nombre de transactions qui compte, c'est la valeur qu'on lui donne. Donc, qui peut me dire quelle valeur je peux donner? L'utilisateur. Donc, on a tout le temps été user focus, user first. Et la meilleure façon qu'on a trouvé, c'est que dès que tu fais 2 achats dans l'application, on t'envoie une demande d'ajout pour notre communauté Facebook. Donc, les gens font partie de notre communauté, on publie là-dessus.
on est rendu pas loin de 750 personnes, qui participent de façon assez régulière dans la communauté. On fait des sondages, le monde donne des suggestions, puis là, même des fois, quelqu'un donne une suggestion, puis tout le monde dit « elle est pas bonne la suggestion », ben ça répond par elle-même, fait qu'on finit par vraiment voir. Puis toute notre roadmap produit est public aussi, donc les gens voient sur quoi qu'on travaille. Si quelqu'un dans la communauté, ils vont poser des questions sur quelque chose qu'on travaille, les autres vont répondre. Fait que même s'il y en a un qui dit « ah, ça c'est pas bon », mais ça veut pas dire que ça l'est pas, Donc on finit par faire ça, et on a fait aussi des beaucoup sur place dans on donne des lavotos gratuits, mettons, au monde qui vont au lavoto. Faut qu'on dit qu'on va être à tel endroit à telle heure. Pendant que le monde attend, moi je peux parler avec les utilisateurs. Puis eux, pendant qu'ils vont dans le lavoto, nous on filme tout avec des GoPro. C'est comme ça qu'on finit par savoir qu'est-ce qu'ils font dans le lavoto, qu'est-ce qui les divertit, combien de temps qu'ils passent sur leur téléphone, puis même qu'on travaille avec des stations pour optimiser le temps de lavage. Comment que le lavage va être fait pour offrir une meilleure expérience. Ces compagnies de lavage-là, ils payent pour ça, là. Donc, ça fait tout on optimise vraiment plus loin que... Puis j'aurais jamais pensé, il y a 1 an ou 2, que j'aurais travaillé des grandes chaînes à optimiser leur lavoto pour offrir une meilleure expérience. C'est super intéressant. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Si tu avais la chance de retourner en arrière au début de Needcar, ça serait qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même là, pour arriver peut-être plus rapidement où tu es aujourd'hui là? Je dirais l'approche avec les grandes entreprises, ça a été la partie qui m'a, même encore aujourd'hui, qui a un peu une difficulté. Il y en a qui ont été super ouverts là, quand tu tombes dans les grandes business qui ont embarqué tout de suite. Là, je vais les nommer là, Sobeys, là, qui est IGA et Shell au Québec, là, incroyable comme entreprise, ouverture d'esprit, innovation, vouloir. Eux là, c'est super facile. Là. Et justement, on avance énormément. Puis notre bureau vendeur à cause de ça. Puis, aujourd'hui, on doit leur acheter des centaines et des centaines de milliers de dollars de code par année. Là. Fait qu'ils ont ouvert un énorme business, ils ont été ouverts à aller voir des nouvelles technologies qui s'en venaient et d'autres bannières qui sont super fermées, sans les nommer, des bannières avec un triangle. Ben, la fille du directeur marketing, la fille qui est directrice marketing m'a dit mot pour mot, nous, tout ce qui est, dans le fond, service tiers, comme Amazon ou Uber Eats, on ne croit pas à ça. Puis là, je suis comme, OK, mais dans 10 ans, vous êtes morts, là. Je dis, fait que tu finis par avoir 2 mentalités de personnes, puis là, à un moment donné, comment tu vas gérer qu'une PME? Je donne un exemple, le groupe Arnois, qu'on connaît un peu moins, on connaît un peu, mais qu'on connaît moins en détail. C'est un groupe familial, c'est pas la même discussion que je vais avoir avec une grande entreprise. Donc, quand tu es devant une grande entreprise, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour que cette personne-là, puisse satisfaire son boss. C'est une autre mentalité complètement. Là. Même ça, mettons, on a fait à la compagnie de Hibou, on avait fait un super deal du siècle. Là, parce que eux nous avaient approché initialement pour faire potentiellement un investissement ou parce qu'ils ont leur propre capital de risque. Et la personne avec qui eux m'avaient contacté, on a fait le deal du siècle. Là. Je te dis, là, c'était le deal du siècle. Et ils ont même pas accepté pour une raison à l'interne qui est complètement ridicule, que je n'aimerais pas ici, mais qui est complètement ridicule. Donc, t'arrives, t'es comme, ça fait aucune logique, mais c'est le même pareil parce qu'il y a une personne au Texas qui a décidé que c'était ça, genre, sans même nous connaître. Fait que tu tombes dans un autre... Donc, faut pas négliger dans des produits qu'on développe qui a un peu un effet de réseau. Dans votre cas, à vous, c'est faut aller chercher des usagers, mais pour les usagers, il faut avoir, exemple, des lavotos ou de l'histoire. Et là, il peut y avoir de la politique à travers tout ça dans des grandes entreprises avec qui qu'on doit négocier. Fait qu'il faut pas négliger. Je pense des fois, il peut y avoir de la friction là-dessus. Puis même des fois, il y a des morceaux de l'histoire qu'on peut peut-être pas compter en ondes de ce morceau-là, mais il y a des fois, on pense que c'est complètement closé. Ça l'est pas finalement pour une question d'une virgule de quelqu'un qu'on connaît même pas, qui est assis à l'autre bout du monde, qui ça fait aucun sens, qui s'accroche dans une virgule et tout le deal tombe. Fait que c'est un peu la même logique aussi des fois avec le côté financier. Je voudrais voir avec toi, Mathieu, je pense dans toute entreprise ou dans tout parcours entrepreneurial, il y a toujours un moment où ce qu'on se dit, là, j'ai touché le bas fond complètement, là, puis j'en peux plus, c'est terminé, ou du moins on pense que là, c'est la fin du monde, puis le lendemain, on se relève, on est correct, là. Mais est-ce qu'il y a un moment dans tes différents parcours entrepreneurial où ce qui t'est arrivé, là, puis t'as dit ça, là,
enough is enough, c'est trop pour moi. Ben, tu sais, j'en ai parlé un petit peu au début dans mon parcours, tu sais, avec Interface, justement, à un moment donné, on était comme, on voulait plus, tu sais, il y avait des clients, c'était tout le temps compliqué, tout le temps des menaces de poursuite parce qu'ils n'ont pas quelque chose. Là, tu deviens un peu responsable de leur réussite, de leur produit, mais indirectement, je veux dire, comme, moi, je fais juste ton produit, là, je suis pas le gars de marketing, là, j'ai pas, tu sais, il y a tout le temps des affaires comme ça, tu sais, ça fait partie un peu de ça. Puis c'est Art Bacon, tout le temps que j'étais bien, qu'autant que je veux dire, c'était vraiment une question de je voulais juste faire de quoi de plus par moi-même. Fait que tu sais, c'était plus genre, c'était rendu là dans une étape dans ma vie. Mais tu sais, chez Nick Carr, on l'a vécu un peu cet été entre moi puis Alex, mon cofondateur. À un moment donné, on était, même Alex, là, je voyais qu'il était moins motivé, qu'il était moins, tu sais, en plus, c'était la down season, la saison basse, ça l'aidait pas. Mais le produit où qu'on allait, parce que Nick Carr était juste les lavotos. Sauf que les lavotos, c'est indirectement un peu, à fond saisonnier. Là, je veux dire, l'été, c'est un peu moins. Surtout qu'on est juste au Québec pour l'instant. On est partout au Canada, mais souvent focalisé au Québec. Plus que tu élargis ton territoire, moins ça va être le cas. Mais là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour quel autre service qu'on va chercher. Puis là, on est en ronde d'investissement. Puis toutes les VC étaient comme le lavoto, c'est pas sexy. Écoute, j'en ai fait des VC, là, Jonathan, là, partout au Canada. Là. Puis lavoto, c'est pas sexy. Puis j'étais même à Startup Fest. Puis le gars, il m'a dit, vos chiffres sont incroyables, mais anyway, personne ne va au lavoto. J'étais comme, t'es qui pour me dire des personnes vont au lavoto? Tu viens de dire que mes chiffres sont super bons. Tu sais, le gars, il y avait même pas de voiture. Tu sais, fait que c'est un autre. Le lavoto était vraiment pas sexy. Tu sais, on dirait que maintenant, c'était pas le mot AI puis blockchain, crypto, là, t'es même pas t'es pas dans le trend. Donc, on a fini par, dans le fond, avoir la discussion, qu'est-ce qu'on rajoute. Puis, tu sais, là, ça venait un peu le concept du churn, justement, qui était, dans le fond, pendant l'été. Et c'est là qu'on est venu avec qu'on avait une grosse demande des utilisateurs qui étaient les changements de pneus. On est parti là-dessus. Et là, on a fait le projet de changement de pneus, justement. Là, on a commencé à discuter avec le monde. Puis là, Alex, là, tu sais, justement, Alexandre qui a travaillé pour Interface dans le temps, puis qui a développé, puis Mongo, qui développait des produits de d'autres clients. Ben, tu sais, il développait souvent dans le vide. Tu dois savoir c'est quoi, là. Tu développes des features qui vont jamais sortir, qui sont pas finis, qui sont jamais finis, qui finissent plus, puis ou qui vont juste être laissés tomber, puis tu travailles des heures et des heures parce que c'est urgent pour rien. Tu sais, à un moment donné, tu finis ta motivation et puis là, puis Alex, il avait l'impression que ça allait être ça. Fait que là, il était pas du tout motivé à le faire, puis il était pas, c'est pas qu'il croyait pas au changement de pneus, mais c'était comme c'était pas le core de la business. Et là, on est arrivé à le monde de les changements de pneus, puis on s'est rendu compte justement que le monde, pourquoi on perdait des clients de changement de pneus, c'est à cause que leurs pneus étaient entreposés au concessionnaire. Donc là, c'est là qu'on est arrivé avec l'entreposage de pneus, mais pour nous, l'entreposage de pneus est devenu un peu crucial parce que tu sais que tu hook ton user pour 6 mois. Là. C'est la récurrence. C'est sûr qu'on va lui reparler. Il veut ses pneus après 6 mois. Là. Exact. Fait que ça venait un peu stratégique pour nous, mais tu sais, Alex, c'était vraiment un autre, lui, il voulait rester avec les lavotos au début, puis là, finalement, à un moment donné, Alex, il voulait partir, c'était plus lui, on sortait complètement de où ce qu'il voyait le produit. C'est là qu'on s'est dit à un moment donné, on avait plus la même vision du produit là à ce moment-là. On partait sur 2 sinon lui c'était vraiment lavoto seulement, moi c'était plusieurs axes. Et surtout que moi, c'est moi qui allais voir les VC, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'as les feedbacks. Donc, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais les VC, là, ça veut pas dire qu'ils ont raison, là. Et pas du tout, là. Tu sais, ils ont souvent bien tort, là. Puis, on s'est assis, puis on s'est reparlé. Je dis, moi, Alex, si tu pars, je pars. Fait qu'il m'a dit, je suis surpris. Il dit, je m'aurais attendu, tu avais voulu que ça soit moi qui parte. Je veux pas que tu partes, Alex. C'était crucial pour l'entreprise. Puis, je dis, gars, fait que là, on a fini par faire un entente de se dire, écoute, la personne qui va avoir raison, là, c'est l'utilisateur. Je dis, depuis le début, là, notre business fonctionne de même, c'est encore elle. Fait que là, on a fait des sondages, on est allé chercher plein d'affaires, puis comme de fait, je veux dire, ça l'a fait en sorte que les changements de pneus, l'entreposage, ça faisait tout un sens. Donc là, Alex, aujourd'hui, il en fait, puis il est super motivé. Là. Il est pas aussi motivé que les lavotos, là, mais il y a une motivation à faire les features pareils. Là. C'est tellement un bon point que tu apportes, Mathieu. L'utilisateur, c'est lui qui a raison à la fin. Puis on en développe de nos propres produits chez OpenMind, dans l'Open Lab. Puis on voit des fois des discussions incroyables entre le développeur, le gars de UX UI, la personne de marketing, disons, on devrait faire ça de telle manière ou on devrait modifier le funnel de telle manière. En réalité, c'est les données et l'usager qui ont la vérité finale. Puis on devrait être beaucoup plus à l'écoute de ce que l'utilisateur a à dire, puis de où est le marché au bout de la ligne, au lieu d'être souvent en train de penser qui a la vérité, puis d'avoir un discours. Bon, c'est seulement des hypothèses qu'on a, là. Exactement. Puis c'est l'usager et la donnée, au final, qui va nous confirmer si nos hypothèses sont bonnes ou pas. Mais on passe trop souvent
du temps à débattre qui a la vérité dans nos hypothèses. En réalité, il faut le faire, on le lance, on regarde ce que ça donne, puis on prend une décision par après, là. Mais très bon point que tu as dit, Jonathan, là, on lance puis on check, on regarde ce que ça donne. J'ai tellement vu de monde, Nick Carr, là, la refonte, là, on l'a développé en 3 mois, là. 3 mois, là. C'est rapide. On a fait l'acquisition officielle, on a eu les premières discussions en novembre 2020, on a fait l'acquisition en janvier 2021. Puis après ça, il y a eu 2 mois de recherche, 2 mois de recherche, 3 mois de développement, puis on a lancé un MVP. Là. On était déjà sur le marché, puis pendant tout l'été, on récoltait encore des données pour lancer officiellement en novembre. Donc, en même pas 1 an, on a fait l'achat, les recherches, le développement, 6 mois de bêta. Là. Je veux dire, Nick Carr, on en fait là, des erreurs. Là. On en parlera un peu plus tard, mais genre, on en a fait des erreurs, puis c'est pas grave. Là. On se mouille, puis au pire, on apprend. Là. Puis on a une phrase qu'on se dit beaucoup ici chez OpenMind, c'est qu'on lance des nouilles au mur pour voir lesquelles vont coller, puis après, celles qui collent, on va mettre un peu plus de focus, puis on va mettre d'énergie là-dedans. Tu parlais des gaffes, je serais curieux de savoir, c'est quoi les gaffes marketing, commercialisation que vous avez fait jusqu'à date? C'est sûr, on a pas eu comme tantôt je parle, on a fait des gaffes, on a fait des types de campagnes marketing qu'on a faites, puis justement, une qui est plus marketing, si on veut. On a fait, c'était le Dahmer, il était quand même populaire, là, il y avait peut-être 4-5 mois de ça. Puis moi, j'ai pas écouté la série, là, j'ai pas le temps d'écouter la série. Je sais juste que Dahmer, moi, dans ma tête, c'était un peu comme le truc avec la série qui était bien populaire sur Netflix, là, en chandail bleu, là, qui font des... J'ai pas la télé chez nous. J'aimerais t'aider. J'ai Netflix, mais je l'écoute une fois par 12 mois. Je viens justement de passer au forfait avec les publicités. Fait que je suis pas la bonne référence pour t'aider sur celle-là. Je pensais que c'était juste une série super populaire sur Netflix. Tout le monde parlait de Dahmer. Je savais pas que c'était une histoire vraie. Puis on a décidé pour l'Halloween de faire une promotion qui s'appelait dans le fond, un forfait qui vous coûtera pas un fois. Puis c'était le code promo, c'était Dahmer. Juste avant que je sache que ça soit un vrai tueur en série qui avait tué des vraies personnes en mangeant leur foie. Mon Dieu. Et on s'est fait ramasser, là. Incroyable. Wow, mais là, okay. Tu te réalises ta gaffe, là, t'es comme, c'est pas ça que je veux. Tu sais, comme, c'est pas, il y a 60 000 personnes qui l'ont reçu, peut-être, là, je sais pas, peut-être 40 000, 50 000 personnes, là. Fait que là, on s'est excusé, on a expliqué comme quoi, tu sais, comme là, on l'a avoué, justement, dans la communauté Facebook, ça a parti, on s'est fait ramasser encore plus dans cette page-là, tu sais, le monde, ils ont encore plus un lien direct avec nous. Puis, tu sais, on a été franc jeu, là, genre, comme, honnêtement, on n'a juste pas vu de cet angle-là, puis on assume à 100% notre, la décision a été prise en interne, c'est moi qui l'ai pris, puis c'était pas de mauvaise foi, là. On a juste, c'est un manque de jugement, là. Fort, genre, on était vraiment transparent. La nouille a décollé rapidement du mur. Elle a décollé. Mais la peinture a décollé un peu du mur aussi, là. Le pire, c'est qu'elle a extrêmement bien fonctionné. Ça, c'est le seul, on a eu beaucoup de monde qui l'ont utilisé. Parce que ça a été viral, c'est ça. Parlez-en mal, parlez-en bien. Je sais pas, mais ça a bien fonctionné. Donc, mais on le fera pas, là, mais elle a très bien, très bien fonctionné. Puis justement, ça vient un peu à une gap qu'on a faite qui est comme marketing technique un peu. On n'avait jamais fait de rabais sur, en tout cas du moins en longévité, là, en durée d'essai gratuit de notre abonnement premium. Puis là, lors du Black Friday, on a décidé de donner des 6 mois gratuits à la place de donner un 50%. Dans le fond, on a fait un A/B testing entre 50% de rabais et 6 mois gratuits. Et le 6 mois gratuit a été 85% ou 86% de nos conversions. Donc, on a vu clairement que le 6 mois convertissait plus que le 50%. Puis en plus, on est plus avantagé que le 6 mois que le 50%. Donc, tant mieux. Et nous, dans le fond, dans notre automatisation, le courriel qui est envoyé pour le renouvellement du l'essai gratuit de 15 jours normal et le 14e jour, mais on l'a pas changé là dans le système. Là. C'était pas basé sur l'utilisateur. Là. Tout le monde avait la même chose. Là. Puis, comme de fait, le 9 décembre, tout le monde a reçu un renouvellement pour dire qu'elle allait être chargée le lendemain. Là. Mais j'ai des centaines de personnes qui s'avaient abonné. Là. Ouch! Ouais. Puis là, justement, on a eu plein de monde qui se désabonnait, qui voulait pas... fait que là, on a comme perdu plein d'abonnements. Fait que là, finalement, j'ai envoyé un courriel à chaque personne pour leur dire oh non, on est vraiment désolé, on va vous rabonner, on va vous donner un petit rabais supplémentaire pour notre erreur. Ça. Honnêtement, j'ai quasiment récupéré tout le monde. Mais elle a fait mal, celle-là. Là. T'as travaillé fort pour rattraper tout ça. Là. Ouais. Mais c'est le premier courriel que tu vois puis que tu te rends compte de ton erreur. Là. T'as un arrêt cardiaque. T'es comme, aïe, qu'est-ce que je viens de faire? Surtout 2 semaines après. Là.
Mais c'est ça le concept de lancer des nouilles au mur. Il faut en lancer beaucoup. Il y a une question de vélocité. À un moment donné, on va faire des erreurs, on va froisser des gens, on va casser des pots. Puis t'as pas le choix, là. À 60 000 utilisateurs, on en casse des pots, là. Je veux dire, puis on en a du monde qui nous aime pas, là, pour aucune raison, juste parce qu'ils ont passé à Salut Bonjour. Il y en a plein de... Ben, tu sais, ça fait partie de la vie. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai passé à TVA. Mais tu sais, à un moment donné, notre publicité de TVA, notre marketing qu'on faisait dans le temps, je te dis qu'on dépensait 20-30 000 par mois. Cette pub-là a été vue, je pense, c'est 2,3 ou 2,4 millions de fois. Wow. Tu sais, sur 2,4 millions, je veux dire, ça se peut, là, qu'il y ait du monde qui... Tu sais, justement, je sais pas si tu connais le meme de Drake, là, qui fait un avec sa main. Non. En tout cas, c'est un meme super populaire qui est utilisé par les compagnies pour faire de la publicité. Puis, à un moment donné, quelqu'un qui a fait une plainte à l'Office des publicités du Canada pour dire qu'on utilisait à l'insu d'une célébrité sa prestance pour promouvoir notre produit qui était un meme avec un droit d'auteur, genre comme sans droit d'auteur, là, qui était d'un usage commercial. C'est comme tout le temps, quand tu fais apparaître la masse, t'as tout le temps des histoires de même qui vont sortir. Là. Mais ça fait partie, je me répète, du fait de lancer beaucoup de nouilles au mur. Des fois, la peinture va décoller un peu, mais il y en a quand même au final qui vont coller puis qui vont permettre d'aller à succès. Je surfe sur 2 éléments que tu as apportés, Mathieu, que je trouve importants pour l'auditoire. La première des choses, ceux qui nous écoutent, si vous développez un produit qui vise le Québec, une application web, application mobile, quoi que ce soit, ne sous-estimez vraiment pas l'appétit des médias pour parler de ce que vous avez fait. L'expérience que Mathieu vient de mentionner, là, qu'il y a eu une tournée médiatique qui était faite là, pendant une semaine ou deux, entre autres, sur ce qu'il avait développé par avant. Nous, on l'a vécu, entre autres, avec une application qu'on a développée dans le passé qui est Hidden Place, que ça s'est complètement enflammé. On a fait le tour de tous les médias québécois et on s'était fait dire par des contacts qui avaient développé leur propre application que dès qu'on allait lancer le communiqué de presse dans les fils de presse québécois, ça allait vraiment s'enflammer. C'est exactement ce qui est arrivé parce que les médias manquent souvent des fois de contenu intéressant et pertinent à mettre de l'avant. Donc, si vous avez quelque chose d'intéressant à parler de votre application ou votre produit, ne sous-estimez pas le pouvoir de surfer avec un communiqué de presse sur les médias plus traditionnels québécois. Ça, c'est une première des choses que je pense à ne pas négliger. Le deuxième élément que je vais apporter, c'est que tu parlais un petit peu les gens qui développent à l'interne de l'organisation, les développeurs. J'ai un concept en tête que je veux mentionner, puis peut-être, Mathieu, tu vas te rallier à ce concept-là. Les développeurs qui sont dans des entreprises de services vont souvent idéaliser le fait de transférer dans une entreprise qui développe du produit. Parce que quand ils sont en mode service, ils sont tannés de servir un client puis de faire des produits des fois qui sont pas nécessairement utilisés, puis il y a de la pression, puis il n'y a pas une passion des fois dans ce qu'on développe. Tandis que quand on transfère en mode produit, il y a plus un attachement au produit, puis on pense souvent que ça va être un champ rempli de fleurs, puis qu'il va y avoir des licornes roses, puis tout va être beau. Le côté négatif de ça qu'on se rend compte, c'est que les développeurs qui développent dans des boîtes de produits, surtout dans des phases de démarrage du produit, c'est extrêmement stressant et challengeant parce qu'on change le plan de match à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre. Puis le produit, des fois, on va le mettre à zéro puis on va le repartir complètement. Donc, il faut constamment pivoter. C'est plus un développement qui est allié avec le marketing. Donc, ce que tu mentionnes, Mathieu, que des fois, les gens en mode développement vont se questionner en cours de route. Par rapport à il faut pivoter le produit ou aller ailleurs, ben moi je l'entends dans nos équipes de produits, je l'entends ailleurs, je l'entends ce qu'on fait avec nos clients aussi puis chez nos clients également. Il y a vraiment une réalité différente entre être en mode service que d'être en mode produit. Puis souvent en mode produit, l'irritant pour les développeurs, c'est les pivots constants qu'il faut faire. Ça décourage des fois des gens, puis des fois, c'est difficile pour un développeur de dire, ben là, on s'en va où, là? Et elle est où, la direction? Mais la réalité, la direction, c'est qu'on la cherche à chaque semaine, à chaque mois, d'où vraiment le marché est, puis qu'est-ce que le client veut au bout de la ligne. Fait que c'est une réalité qu'il faut pas négliger, là. Ah, ben 100%, je dis même nous on l'avait, tu sais, je dis le lavoto, on l'avait un product fit, mais côté churn, c'était pas, fallait trouver une autre alternative aussi. Fait que tu sais, c'est tout le temps fait que justement l'histoire d'Alex, c'est le meilleur exemple, tu sais, fallait qu'on pivote sur une histoire de est-ce que c'est les changements de pneus, c'est pas ça, est-ce que c'est ça qu'ils vont vouloir, parce qu'il y a un plus gros problème qu'on avait, on avait inventé exemple un portail, ça c'est justement ça venait un peu à des motivations d'Alex. On avait développé un portail pour que les caissiers puissent rentrer les codes de lavage parce que nous on n'est pas connectés aux stations de lavage. Un super beau portail, là. Ils vont jamais le faire, là. Le caissier reste en moyenne 3 semaines. Il n'y a même pas le temps d'être formé à la caisse enregistreuse. En plus qu'on va aller le former. Fait que ça, on l'a fait pour rien. Puis, justement, on avait tout développé des designs. Une chance qu'on l'avait pas fait pour vrai.
pour que le monde qui font les changements pneus puisse, dans l'application, mettre les dispos, faire, tu sais, comme tout l'ensemble de ça, puis ils vont jamais le faire. Fait que, tu sais, ce qu'on idéalise, justement, puis c'est arrivé sur le terrain, là, tu peux voir que ça peut démotiver des gens, surtout dans un contexte de produit, là. Et voilà, puis ça, c'est important quand on développe notre idée de produit technologique, de garder ça en tête, que les développeurs aiment pas ça quand on pivote toujours comme ça, ou du moins, il faut les préparer psychologiquement à ça, que c'est la réalité d'un développement de produits numériques comme ça. C'est du pivot, puis on bouge souvent. Souvent, tout le temps. Puis ce qu'on pense qui va fonctionner, tu sais, admettons, on est en train de développer un produit pour les concessionnaires automobiles qui puissent donner comme cadeau Neat Car à leurs clients. Puis on était passé sur une idée de portail encore, là. Super portail, des fonctionnalités super avancées. Puis justement, j'ai un investisseur qui va rentrer avec Neat Car, que lui a des concessionnaires, puis il m'a dit, honnêtement, Matt, il y a personne qui va utiliser ça. Jamais le vendeur va rentrer dans le portail, faire donner de cadeaux aux clients. On est encore avec des cartes cadeaux comme si tu vas chez IGA, là. Puis il a dit, tu vas faire ça, puis tu vas mettre ça dans le char, puis ça finit là. Fait que tu vois, il n'y a même pas point de développement en plus. Fait que on est content, hein. Voilà. Mais une chance qu'on n'ait pas passé 2-3 mois à le développer, tu sais. Ouais, effectivement. Je vois le temps qui file. Est-ce que tu aurais des livres, des podcasts, des formations que tu aimerais partager avec l'auditoire qui t'ont aidé à bien avancer, qui pourraient être pertinents? Ben certainement, tu sais, je veux dire, le classique, je dirais, c'est Lean Startup. Tu sais, je veux dire, c'est comme la Bible que quand tu commences, tu sais, justement, Neat Car, la définition d'avancer Lean, puis tester, on fait le minimum, on regarde, puis on avance. Hook, surtout c'est des applications mobiles, là, faut que le monde lise le livre Hook, là, c'est comme si tu veux garder ton monde actif qui est dans l'application, justement, qui est hook à ton produit. Et 2 séries de télé, là, écoute, j'aurais payé 500$, puis je l'ai écouté 3 fois, cette série-là, là. Super Pump de l'histoire de Uber, là. Si tu veux voir comment être un guerrier puis aller à la guerre pour ton produit, là, comme Super Pump est définitivement la série à écouter. Puis, bien sûr, la série sur Netflix de Playlist, qui est l'histoire de Spotify, là. C'est assez motivant. Je me rends compte que mes problèmes sont très faibles à comparer que lui, ce qu'il avait comme problème, puis en jeu qui est un peu similaire lui avec les maisons de disques, puis nous avec les grosses chaînes. Puis ça m'a motivé parce que je me suis dit, si lui a réussi là à convaincre ces maisons de disques là, moi ça va être facile, tu sais, parce qu'au final moi je me bats pour être client chez eux là. Tu sais, fait que c'est encore plus facile. Donc c'est vraiment, je dirais ces 2 séries là puis les 2 livres. Très, très pertinent. Lean Startup, moi je l'ai lu, c'est une bible. La playlist, également, j'ai eu la chance de l'écouter il y a quelques semaines, mais je mets dans mon pipeline, effectivement, Hook. Puis Super Pump, tu m'en avais parlé il y a quelques semaines, c'est dans mon pipeline d'écoute devant nous. J'ai bien hâte de m'y rendre au bout de la ligne. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais partager avec l'auditoire avant qu'on termine ça pour aujourd'hui, Mathieu? Ben, tu sais, je voulais juste conclure, tu sais, une affaire que j'ai appris avec le temps, tes applications mobiles, tu sais, je suis passé de la personne qui construisait l'application pour un client à la personne qui devient un client qui le développe lui-même, si on veut. Tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, tu sais, ils essaient de trop faire, justement, puis essaient de faire plein de fonctionnalités, puis de créer des nouvelles applications. Tu sais, exemple, partir un app de sport, mettons, pour la course à pied ou des trucs qui sortent un peu de l'habitude d'innover, mais au final, mon application qui a le plus fonctionné, en fait, les 2 applications que j'ai faites qui ont le plus fonctionné ont toujours été des applications qui ne changeaient pas une habitude, mais qui en amélioraient une. Parce que si tu essaies de changer l'habitude de quelqu'un, là, c'est très, très, très compliqué. Il faut qu'elle ait 21 jours consécutifs à le faire pour lui créer une habitude, ce qui est pratiquement impossible, à moins d'avoir des stratégies marketing et un budget incroyable. C'est nous, le Lavoto, là, Neat Car, on n'a rien révolutionné mondialement, là. On a juste créé une bonne expérience qui réglait un problème que les stations y offraient pas. Bon, le Lavoto existe, on a juste simplifié l'expérience. Très bon point. Fait que des fois, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà puis le numériser ou le simplifier dans l'expérience client au bout de la ligne. C'est un peu ce que vous avez amené au marché. Vraiment intéressant. Avant qu'on se laisse, Mathieu, est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose chez Neat Car, un petit placement publicitaire des clients, quoi que ce soit? T'as un petit 30 secondes à toi devant nous. Bon, on est toujours à la recherche de clients, là. C'est certain qu'on est toujours à la recherche de personnes qui veulent venir faire partie justement du produit. Puis tu sais, justement, quand on fait dire faire partie du produit, c'est faire partie aussi de la communauté, là. C'est de la page Facebook, le monde qui ont des idées, tout le monde est dans l'application. Puis justement, on s'en va en ronde d'investissement au mois de juin pour lever partout au Canada. Fait qu'on veut avoir le plus de monde qu'on a actif avec le produit, le plus qu'une compagnie du Québec, justement, va pouvoir aller rayonner à travers le Canada, là, tu sais, comme. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on finit par créer un produit que c'est, oui, on est une petite équipe à l'interne, mais on est 700 personnes en arrière qui donnent leurs idées puis qui participent, là.
Donc, le plus beau cadeau que le monde peut nous faire, c'est de faire partie de cette communauté-là. Là. Donc, le meilleur moyen pour aller essayer l'application via le site web, App Store, Play Store? Directement sur l'App Store, Play Store, Neatcar, Neatcar, simple que ça. Fantastique. Et si les gens ont des questions, j'imagine par LinkedIn, c'est un bon moyen de te rejoindre, Mathieu? Exact. Fantastique. Merci beaucoup pour ta générosité aujourd'hui. On aura fort probablement la chance, si tu l'acceptes, de se reparler dans d'autres podcasts, entre autres de Growth Hacking. Tu as des bonnes et belles idées, et même de l'expérience que tu peux partager. Donc, merci pour ton partage aujourd'hui. Puis ce sera un plaisir de se reparler. Ça sera un plaisir de se reparler dans un autre podcast devant nous. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine. De ma discussion avec Mathieu, première des items, il n'est pas nécessaire de partir de zéro un produit ou une idée technologique. On peut l'acheter de quelqu'un d'autre pour l'amener à un autre niveau et complètement s'y concentrer. Deuxième des items, la vérité ne se cache pas du côté des développeurs et des gens de marketing, mais plutôt du côté du client et dans le data qu'on accumule à travers le temps. Donc, c'est extrêmement important de trouver le moyen d'aller chercher la voix de l'utilisateur pour vraiment bien cibler à quel endroit on apporte la valeur et justement où pivoter et où enligner notre idée de développement de produits technologiques. Deux autres items un peu plus tactiques, le fait d'instaurer un mur de paiement à l'entrée avec une option de sauter ce mur de paiement-là peut être un excellent outil pour convertir au final. Même si ça ne convertit pas directement sur le champ, ça éduque les gens de la possibilité du forfait payant et ça permet au final de convertir plus d'usagers vers des forfaits payants. Également, au lieu de donner un pourcentage de rabais, intéressant d'explorer, de donner des mois gratuits à notre clientèle. Dans le cas de Mathieu chez Neatcar, ça a été plus bénéfique et il y avait plus de gens qui étaient attirés par cette option qui est très peu utilisée, je pense, dans les moyens de commercialisation d'une idée technologique, mais à ne pas négliger et à explorer. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous s'il vous plaît en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.